Élie Fallu, né à Nouvelle, en Gaspésie, le 2 mars 1932, député de Terrebonne de 1976 à 1981 et de Groux de 1981 à 1985 à l'Assemblée nationale du Québec. Ministre auprès des premiers ministres René Lévesque et Pierre-Marc Johnson, maire de Sainte-Thérèse de 1987 à 2005 et d'abord et avant tout, citoyen. Au service de la population. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est une histoire de famille. Mon arrière-grand-père, le premier Fallu d'Amérique, a été maire de Nouvelle. Mon grand-père, Lazare, a été président de la commission scolaire. Mon père a été pendant 20 ans conseiller municipal, parce qu'il ne pouvait pas être autre chose, parce que c'était son copain qui était maire. Et j'ai pris la relève, comme il se devait. J'étais le petit Saint-Jean-Baptiste, avec son petit mouton, sur le chariot qui nous transportait. Mon premier engagement politique. J'étais blond et les cheveux bouclés. Les cheveux longs, évidemment. Moi, j'étais le petit débrouillard dans la famille, parce que tout enfant, j'étais toujours chargé de faire les commissions. Parce que je parlais au monde, parce que je savais dire bonjour, parce que je connaissais le nom de tout le monde dans la paroisse, ou dans le village, enfin. Et donc, je prenais des initiatives. Et donc, j'étais habitué à communiquer, à converser, à m'adresser à des inconnus. C'était devenu normal, ça. Et la passion des études, c'est de la famille, ça. C'était une nécessité absolue. C'est des gens qui sont nés en 1900, là. Ça allait de soi. C'était pas obligatoire, c'était volontaire, mais c'était important. Et ensuite, il y avait beaucoup de maîtresses d'école, entre autres. Mon parrain était professeur, allez. C'était la mentalité. Les études, c'était une valeur absolue. Nous venions d'une famille où il y avait des valeurs qui étaient très prononcées. Et la première de toutes ces valeurs-là, à part le christianisme, là, entendons-nous bien, qui était une valeur qui n'était pas partagée, qui était obligatoire, c'était la formation intellectuelle. Mon grand-père avait été pendant des années président de la commission scolaire. Les gens étaient engagés. L'éducation était essentielle dans notre société. C'était pas donné partout, à tout le monde au Québec à l'époque. Parce que quand tu avais fait ta 4e année, tu te rendais difficilement en 7e, et c'était suffisant pour aller bûcher. Alors que chez nous, c'était au contraire. Et il y avait toujours des livres qui roulaient. Voilà, c'était une société qui trouvait le moyen de réfléchir, qui savait d'abord communiquer. Le langage était important. Il fallait faire de beaux discours. Alors, j'ai entendu encore mon grand-père, mon père, c'était des ramoneurs de cheminées, ça, qui faisaient des travaux extraordinaires sur le plan verbal. Alors, c'était normal. Je suis sorti de la Gaspésie, très jeune, parce que j'avais été prêté à l'une de mes tantes, dont le mari était paraplégique, était devenu paraplégique. Et donc, ils étaient seuls, ils n'avaient pas d'enfants. Et donc, je leur ai servi de roue de secours ou de bâton de vieillesse, on peut dire. Et donc, avec toute liberté. Ils s'étaient occupés, ces deux-là. Lui était malade et elle était garde-malade. Donc, c'était bien. Moi, j'avais toute liberté pour me promener dans le village, à Beauceville. Et donc, j'allais au collège du Sacré-Cœur. Alors, j'ai fait une grande partie de mon primaire, là. Et ce qui était extraordinaire, je dois le dire maintenant, à mon âge, parce que ceux que j'ai connus dans ma jeunesse sont disparus, ils ne m'entendront pas. C'est une protection. La Sainte Paix. On vivait à Nouvelle dans une maison où il y avait 15, 16, 17 personnes. Parce qu'il y avait toujours une tante, une nièce orpheline, et des grands-pères, des grands-mères et tout, et de nombreux enfants. Alors que là, j'avais une chambre immense pour moi tout seul. Et à côté, il y en avait encore 2 autres vides. Là, c'était le bonheur. On mangeait bien. Et comme ma tante était très occupée auprès de mon oncle, elle n'avait pas le temps de me suivre. Donc, j'avais toute liberté dans le village. J'apprenais donc à être autonome, à inventer mes loisirs, à inventer mes relations. C'était extraordinaire.
C'était les plus belles années de mon enfance, à vrai dire. Et ça a été très formateur parce que ça m'a obligé à être libre. C'était à faire des choix, décider moi-même ce que je voulais faire. J'empruntais des livres à volonté, c'était extraordinaire. C'est drôle à dire, mais c'est orphelin en quelque sorte, mais parmi les plus belles années de ma vie. Ensuite, c'est le séminaire de Gaspé, où j'ai foiré lamentablement, mais quelle merveilleuse année. Parce que c'était un petit séminaire d'une bêtise inimaginable. Je ne dis pas atroce, je dis inimaginable, mais pour moi, c'était inimaginable dans la liberté. Mais les études étaient ratées. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis rentré dans un autre séminaire à l'automne, j'ai dû tout reprendre, mais avec bonheur. Et ça m'a donné le goût de longues études. C'était à Chambly. Et donc, j'ai fait d'éléments à Rétaux. Après ça, à l'externat classique Sainte-Croix, mes philo. Après ça, ça a été le long cursus universitaire qui m'a amené à terminer 29 ans de scolarité. C'est ma plus longue carrière dans la vie, avec bonheur. Avec donc une série de diplômes sous le bras, y compris un doctorat de la Sorbonne. Ah ben, c'est le désir de faire de longues études. Je voulais faire un doctorat. Et faire un doctorat à l'Université de Montréal, j'avais déjà fait une maîtrise là. Alors qu'à la Sorbonne, je pouvais avoir un cadre de vie, un cadre de formation absolument extraordinaire. Et donc, ça s'imposait. Pour moi, ça s'imposait. Et il y avait également de généreuses bourses à ce moment-là pour des étudiants québécois en France. C'était le début des ententes avec De Gaulle. Alors donc, il fallait en profiter. Donc, c'était merveilleux. On avait les sous dans les poches. On avait le transport gratuit. C'était essentiel. Et alors, donc, toute la famille était là. C'est encore mieux, parce que les enfants, à ce moment-là, pouvaient prendre part à une société qui leur ressemblait, mais qui était différente. Donc, capable de s'adapter, capable d'imaginer autre chose, autrement, et de voyager, évidemment. Parce que les études, 3 ans à Paris, on a le temps quand même d'écrire 500 pages, mais on a le temps aussi de faire quelques petits voyages. Avec un petit Renault 4, à 6 personnes, plus le bagage. Et donc, une belle tournée européenne, un peu partout d'ailleurs, selon que la modulation des horaires aussi des enfants. Donc, à chaque fois qu'ils étaient libres, on partait pour l'Espagne, pour la Belgique, pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour aller quelque part en France. La toute première, c'est quand il a quitté le Parti libéral. Le dimanche, une réunion, il voulait prendre la parole, donc, devant le public, chez les Dominicains. À quoi je connaissais bien parce que j'avais accès, moi, à la bibliothèque des Dominicains, et qui était très, très riche d'ailleurs. Et donc, le dimanche, je me présente là, et il y a du monde, il y a des centaines de personnes. J'ai quelqu'un qui est à côté de moi, qui s'appelle, et on se présente, c'est un nommé Lorrain. Et donc, on chemine ensemble, on entre, on s'assoit ensemble. C'était notre premier contact. Et c'était parti. Alors, c'était le début d'une grande révolution, ça. Ben, d'abord, c'était pour moi un Gaspésien. Parce que les Gaspésiens au Québec, je m'en accuse, sans m'en excuser, ont une conscience de leur existence, plus que les Beaucerons ou tous les autres au Québec. C'est étrange comme phénomène. Les gens s'identifient bien comme Gaspésiens, avec des valeurs gaspésiennes, d'échange, extraordinaires. C'est une société un peu à part, ça, cette Gaspésie-là. C'est encore, maintenant, c'est un peu ça encore. Et donc, René Lévesque, il était gaspésien. Donc, pour moi, c'était une valeur première. Mais de surcroît, quand le Parti libéral avait été élu avec Lesage et Lévesque, j'étais plus Union nationale, mais cette fois-là, j'étais libéral.
Parce que il semble que ça avait un peu de bon sens, ce monde-là. Effectivement, ils ont fait une marque extraordinaire. Ils ont viré la société à l'envers. On vivait encore de l'époque du Plessis. C'était un ajustement, là. Et donc, moi qui étais un peu progressiste, ou du moins je le proclame, j'avais beaucoup d'attention pour ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient. Et donc, j'adhérais à leur transformation. Et quand l'évêque a quitté, je le comprenais tout à fait, là, lui. C'est un personnage qui, entre autres, était un démocrate, mais il avait vécu la guerre. Il avait vécu presque sur le champ de bataille, lui. Il était en Europe, il était correspondant de guerre. Donc, il incarnait des... et donc, je le connaissais comme ça, d'abord, au départ. Et donc, il incarnait des valeurs extraordinaires de communicateur, mais de communicateur de guerre. Donc, imaginez-vous, faisant des analyses très profondes. Je garde toujours devant moi une photo prise au Collège Emmanuel Groux, c'était peut-être le séminaire à l'époque, sa première tournée de l'évêque, après qu'il eut quitté le Parti libéral. Il était ici, alors j'étais déjà président du Mouvement Souveraineté Association à l'époque. Et donc, je vois cette photo, Élie Fallu, René Lévesque. Voilà, il est naissant, donc je n'étais pas ici à sa naissance. Mais déjà à Paris, on avait créé des réseaux de Québécois, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, d'étudiants québécois en France, notamment à Paris. Et donc, on était très animés. Alors, quand je reviens ici, je m'embarque automatiquement. 2 mois après, j'étais président du Parti québécois de Terrebonne. Alors, l'immense comté de Terrebonne d'époque n'avait jamais été taillé depuis la Confédération. Alors, ça partait de la rivière des Mille-Îles, ça montait jusqu'à, mon Dieu, au-delà de Sainte-Agathe. Et c'était le plus populeux en même temps, le plus vaste et le plus populeux à l'époque. Alors, il y avait de l'ouvrage, mais on le faisait avec enthousiasme. Un jour, je me suis présenté et j'ai gagné. Ouf, le soir du 15 novembre, au moment de la proclamation de l'élection, j'étais dans Terrebonne. Alors, je suis revenu à Sainte-Thérèse avec mon organisateur en chef, et là, on était, je dirais, au 7e ciel. S'il y en a un 8e, je pense qu'on y était déjà. Quand je suis devenu député, ça faisait des années que j'étais président du Parti québécois dans la région. Donc, l'engagement était là. C'était l'occasion qui me manquait. Et alors, il est arrivé en 1976. Le sens de la responsabilité était là. On savait qu'on s'engageait beaucoup parce qu'on venait de sortir d'un gouvernement qu'on considérait un peu comme pouilleux. Et donc, c'était toutes des valeurs nouvelles qu'on voulait encastrer dans la société. Et on sentait la responsabilité énorme. D'abord, bien statuer, donner un bon statut à la langue française, c'était un de nos principaux objectifs. Avoir une social-démocratie, avoir un gouvernement participatif. Quand on travaille en politique, on travaille dans le futur, on ne travaille pas dans le passé. Et donc, il faut voir comment une société peut évoluer, quelles sont les attentes. Et quelquefois, on ne répond pas aux attentes de certaines gens. Au contraire, on leur suggère d'autres attentes qui, elles, sont plus porteuses, sont plus créatives. M. Lévesque me nomme whip adjoint, responsable du débat chez les députés, avec la création d'un centre de services de recherche pour assister. Donc, c'est le bonheur. Je peux prendre la parole à peu près quand je veux, parce que je contrôle un peu le scénario à l'Assemblée nationale du côté du parti, et j'assiste mes collègues. Je ne dirai pas tout ce qui a pu se passer, mais je vais au moins ouvrir une parenthèse. Ce que j'ai admiré le plus de cette députation-là, c'était non pas la connaissance, mais la reconnaissance. C'était des gens qui sentaient qu'ils avaient une obligation qui leur avait été fournie par la population. Il y avait des gens dans ce parti-là
qui savaient à peine écrire, à peine lire. Ils étaient incapables de faire un discours. Alors, combien de fois j'ai gribouillé en leur nom, en essayant d'assumer leur propre langage, leur propre parole, pour que ça n'ait pas l'air des Lifalu, Sorbonnards, mais que ce soit vraiment eux, députés d'eux et d'eux et d'eux. Alors, c'était une expérience merveilleuse parce que c'était en assistance directe à un groupe de parlementaires. Je n'ai jamais raconté ça parce que ça ne se raconte pas, mais à mon âge, je peux le dire maintenant. De surcroît, c'est qu'il fallait faire en sorte que nos membres soient prêts à parler à la télévision. C'est pas comme... c'est pas libre, là, donc il y a une caméra, là. On ne parle pas au président, on parle à la caméra. On parle au peuple. Donc, il faut faire attention au langage. Il faut faire attention aussi aux phrases qu'on leur dit, qu'elles soient exactes, que ce ne soient pas des inventions. Mais là, on avait affaire à des gens qui devaient parler au nom d'un gouvernement. Donc, il fallait qu'ils soient bien informés. Il faut donc que la phrase, que le propos soit bien rodé. Alors, on a affaire à des gens qui, souvent, ont été élus. Ils sont quoi? Ils sont citoyens. Ils ont peu d'instructions, quelques-uns, mais très peu. On n'a jamais proclamé ça. Mais ils sont respectables puisqu'ils ont été élus. Ils ont un mandat de leur peuple. Et donc, il faut les aider, les assister, faire en sorte que le discours qu'ils vont donner leur ressemble, mais en même temps soit parfaitement audible par l'ensemble de la population, parce qu'on est devant le peuple. Ah, ça me rejoignait à 100 000 à l'heure, ça. D'autant plus que j'avais connu, moi, des époques antérieures, des élections fédérales ou des élections provinciales, que j'avais vu les systèmes de corruption très près. Je n'avais pas participé à ça, mais je les avais vus constater. Je pouvais les numériser, en quelque sorte. Alors que là, l'évêque arrivait avec un vent de fraîcheur extraordinaire, une démocratie qui s'appuyait sur le citoyen. Non pas seulement le citoyen qui vote, le citoyen qui paye les élections, comme citoyen, et non pas comme patronneux. C'était une mentalité nouvelle. Le respect du citoyen, le respect de la démocratie. Il fallait laver le Québec, laver les mentalités. Si on inverse la problématique, c'est que nous devenons des surhommes, des dieux, on revient dans les mythologies anciennes. Alors, le surhomme, c'est pas ça du tout. Nous sommes les représentants du peuple. Nous sommes les représentants de ceux que l'on croise dans la rue, qui votent ou non pour nous. On n'était pas là pour soi, on était là pour les autres. Parce que le problème des élus, souvent, c'est qu'ils ont, je dirais, un doublage de personnalité. Alors, ils sont monsieur le député. Je regrette, mais ils sont d'abord des citoyens. Ils sont au service des citoyens. Et il faut qu'ils fassent leur devoir, qu'ils piochent, qu'ils aillent voir quelles sont les racines. Oh, ben ça, c'est la démocratie. Ça, il fallait s'attendre à ça. C'était pas très grave. Le sort d'un homme par rapport à une population qui s'exprime, ben, c'est la population qui a raison. Point à la ligne. Alors, on rentre chez soi et on se réaligne. Voilà, c'est avec beaucoup de bonheur accumulé à travers le service qu'on a fait. Et les succès qu'on a eus. Bon, effectivement, la population a changé d'idée, c'est leur droit. Et puis, par la suite, elle a eu le temps de changer à nouveau d'idée. Il fallait que je connaisse tout pour pouvoir mieux servir. Que je fasse des suggestions à des particuliers comme à des sociétés ou à des associations. Qu'on se serve de toute notre capacité ensemble pour faire des choses. Il faut faire en sorte que les élus, eux, se sentent responsables des orientations à proposer au monde, pas à mettre en œuvre, d'abord à proposer au monde, pour faire en sorte que leur orientation soit bien validée comme étant une bonne réponse à des vrais besoins. Le problème des élus, très souvent, c'est qu'ils pensent à eux. Ce serait beau, ce serait magnifique si je faisais telle chose. Non, tu ne sais pas telle chose. Si on fait des choses pour le citoyen,
qui en a besoin, qui l'entend et qui reconnaît que ce besoin-là existe, que la solution est la bonne. C'est tout à fait différent de ce qu'on a vu en politique souvent. Hein. Très exigeant, c'est l'ouvrage. C'est l'ouvrage parce qu'il faut être en communication constante avec le monde pour savoir quels sont les besoins et est-ce que ce qu'on croit répond à des vrais besoins. Donc, il faut être en analyse constante. Et ensuite, respecter évidemment des engagements économiques. Parce que les gens n'ont pas vu, on connaît leurs problèmes, mais n'ont pas d'idée des solutions. Donc, je trouve que c'est une société qui est très habile, très ouverte, très participative. Et cette démocratie-là, tu l'as même dans tes clubs de hockey. C'est prosaïque comme expression, mais c'est exactement ça. On a une capacité d'interagir, d'agir ensemble. Et c'est ça qui fait la force d'un peuple. Je dirais toujours, moi, c'est le mot le plus important de notre société, c'est la formation. La connaissance, on n'en a jamais assez. La connaissance se renouvelle. On a tous un peu vécu suffisamment pour savoir que les valeurs et les connaissances évoluent. Ben voilà, il faut évoluer. On n'a pas le droit de vieillir, au sens intellectuel du terme. Parce que le vieillissement, il est naturel. Mais intellectuel, on ne doit pas vieillir. Il faut être à l'affût constamment des nouveautés, des nouvelles façons de faire, de nouvelles attentes, des nouveaux besoins réels des gens. Ben, je pense que c'était ça qui m'inspirait, ça que je cherchais. Non pas le pouvoir, mais le service. Non pas la gloire, mais l'entraide. Je ne pensais pas à moi, je pensais aux autres, toujours. Je n'étais pas là pour moi, j'étais là pour la société. La plus belle chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est de servir. Et non pas d'être servi. Non, mais je ne me plains pas parce que je ne sais pas si j'ai gagné, mais j'ai eu le respect des gens de ma société, de mon entourage. Je cherche encore à servir, de quelque façon, autre quelquefois. Le service à la communauté, l'engagement social, l'engagement politique. C'est merveilleux. Oh, ça c'est pas de mes affaires, ça. Ça, je dois le dire comme ça. Ben, je le dis d'autant plus que comme historien, c'est pas de même que ça fonctionne. Le passé nous appartient, mais l'avenir ne nous appartient pas. Alors, on travaille, on fait ce qu'on peut, honnêtement, dans le meilleur esprit, mais ce n'est pas à nous déjà d'imposer la vision qu'on aura de nous. Dans la famille, dans les engagements, on ne cherchait pas les honneurs, mais plutôt la façon de servir.